Monsieur Corbière, vous avez la parole. Président, bonjour. Mes chers collègues, bonjour à tous. Merci pour votre présence. Monsieur le ministre, les crédits accordés aux missions que nous examinons aujourd'hui souffrent, comme beaucoup d'autres choix, d'une logique que je qualifierais austéritaire, qui se retrouve souvent dans des choix politiques que vous nous présentez. Eh bien, pour prendre au mot et un peu ironiser, si vous me permettez, je vais vous proposer cette fois-ci, nous aussi, de faire des économies, de couper un peu dans les dépenses, en mettant l'État à la diète, entre guillemets, comme parfois certains d'entre vous nous le proposent. Les députés qui nous accusent régulièrement de vouloir ruiner le pays à coups de dépenses extravagantes seront satisfaits. Je vous propose donc que nous supprimions quelques dépenses que je qualifierais inutiles de l'État. Vous savez, je suis un partisan de la 6ème République, évidemment favorable à une profonde refondation de nos institutions, pas seulement un simple lifting. Mais je veux ici développer mon point de vue sur la mission donc, de ce Conseil et contrôle de l'État. Le Haut Conseil des finances publiques, c'est à lui dont je parle, a été créé en 2012 pour imposer la règle d'or austéritaire, élaborée, vous le savez, avec les experts de différents établissements bancaires. Pour notre part, nous défendons une souveraineté populaire et nous nous opposons à ce que Bruxelles, à travers différents instruments, décide en réalité à la place des États de ce qu'ils peuvent faire et surtout ne pas faire. Nous proposons donc, voilà de ces mesures d'économie, de cesser de financer ce Haut Conseil. Tant qu'à être privé de souveraineté budgétaire, autant le faire à moindre coût. Une autre institution qui, franchement, ne s'illustre pas vraiment par son efficacité est le Conseil économique, social et environnemental. Étrié dans un rapport de la Cour des comptes en 2015, la 3e chambre de l'État, officiellement, a eu jusqu'alors une activité et une aura intellectuelle, disons-le clairement, plutôt faible, pour ne pas dire inexistante. Voilà, l'intérêt des rapports effectués est souvent pointé du doigt, les conseillers ayant tendance à ne vouloir froisser personne. Dans un premier temps, nous proposons donc de supprimer les 1,656 millions d'euros, tout de même, attribués au poste budgétaire communication internationale, puisqu'honnêtement, nous ne voyons pas très bien à quoi peuvent correspondre ces dépenses. Pour conclure sur cette mission, j'attire votre attention sur le fait que chaque denier public capté par ces structures est un denier en moins pour les institutions directement utiles. En témoigne par exemple ce que je qualifierais tout de même d'une stagnation du budget de la Cour nationale du droit d'asile, plus 1,1% en réalité par rapport à l'inflation. Il est évident sur ce point que les 12% d'effectifs supplémentaires prévus ne permettront pas, malgré le bon travail des personnels qu'il faut saluer, ne permettront pas de faire face à l'augmentation de 30% d'afflux de dossiers. En pleine crise migratoire, du fait de la multiplication des conflits, nous doutons donc de la capacité de cette institution à assurer les délais de traitement dignes aux réfugiés, même si, Monsieur le ministre, vous nous affirmez l'inverse. Sans doute vous me répondrez-vous tout à l'heure là-dessus. Voilà donc quelques économies, bien sûr, avec une pointe d'ironie que nous vous proposons. La dotation pouvoir public, je voudrais en dire un mot également, voit la présidence de la République s'octroyer 3 millions supplémentaires l'an prochain. L'Élysée, malgré beaucoup de promesses fracassantes, d'effets de communication, semble donc se soustraire à ces contraintes budgétaires du commun des mortels, des différents parlementaires que nous sommes. Avouez que ça peut être assez discutable, surtout quand j'entends dire qu'il s'agirait d'assurer la sécurité du président de la République. Rassurons-nous, elle était d'ores et déjà assurée, fort heureusement. Malheureusement, donc, nos concitoyens les plus démunis, eux, n'échappent pas aux différentes économies budgétaires qui sont demandées. On pourrait dire un mot, tout à l'heure mon collègue Larive en reviendra, sur ce qu'on avait débattu en commission, l'utilisation des fonds spéciaux, sur lequel il y aurait aussi matière à réguler beaucoup de choses. Donc, nous vous proposons un amendement afin que les 3 millions d'augmentation du fonctionnement de l'Élysée aillent en vérité à des choses qui nous semblent plus utiles en ces périodes de difficulté, notamment l'aide alimentaire. Ensuite, ayant toujours à cœur l'intérêt des citoyens ordinaires, nous sommes intéressés à la mission direction de l'action du gouvernement. Nous nous inquiétons au sort réservé au programme 308, protection des droits et des libertés, qui regroupe les crédits de 11 autorités administratives indépendantes liées à la protection des droits et libertés. Dans la minute qui me reste, je voudrais insister là-dessus. Leur utilité n'est plus à démontrer. Il s'agit d'instances particulièrement importantes. Je pense notamment au CSA, à la Haute Autorité à la transparence et à la vie publique, à la CNIL et aussi aux défenseurs des droits. Et je crois que je voudrais attirer votre attention sur le fait, à l'occasion des défenseurs des droits, qui jouent un rôle de plus en plus important, qui s'est fait entendre, souvent avec force et avec pertinence, je m'inquiète de voir les deniers et les moyens de fonctionnement diminuer. De là à croire, mais je sais que ça m'a été reproché l'autre jour en commission, que c'est parce que
peut-être que le verbe du défenseur des droits était trop fort, qu'il y a là, bien sûr vous me le reprochez monsieur le ministre, mais admettez que vous pourriez envoyer le signal qu'il faut au contraire donner plus de moyens. Voilà, j'entends le président de séance me rappeler à l'ordre, vous le verrez à travers les amendements que nous vous proposons tout à l'heure, nous ne nous reconnaissons pas dans ces propositions et nous vous ferons valoir à travers des amendements d'autres propositions. Je vous remercie mes chers collègues. Merci. Nous passons au 983. Il est défendu. Merci, Monsieur le Président. Donc, en 2012, François Hollande, ancien président de la République et la majorité de l'époque, à laquelle vous participiez notamment, Monsieur le Ministre, avait accepté de ratifier le traité européen tel qu'il avait été préparé par Madame Merkel et Monsieur Nicolas Sarkozy quelques mois auparavant. Cet épisode, selon nous, n'était pas très glorieux, car François Hollande, durant sa campagne, s'était engagé à renégocier un texte qui limite, selon nous, la souveraineté budgétaire des États au profit des instances européennes. Depuis que la France est soumise aux règles de ce traité, le Haut Conseil des finances publiques a été créé pour vérifier que les orientations budgétaires du pays correspondent bien aux directives financières européennes. En ce qui nous concerne, vous le savez, et nous avons une certaine constance, nous n'avons pas changé d'avis. Ce n'est pas, selon nous, à la Commission européenne de décider à la place du peuple français et ses représentants. Et ce n'est pas non plus à ce Haut Conseil pour les finances publiques d'intervenir dans les décisions prises par les élus de la nation. Nous vous proposons donc de supprimer les crédits alloués à cette instance, qui selon nous n'a pas lieu d'être, et pourquoi pas les affecter au sauvetage d'emplois comme l'usine GMMS à la Soutraine. Merci. Oui, merci Monsieur le Président, et merci à tous les collègues qui participent à ces échanges. Je reviens, cet amendement concerne les instances administratives indépendantes qui constituent un contre-pouvoir utile et nécessaire au bon équilibre de notre République. Je crois que nous sommes tous, quelles que soient nos opinions sur ces bancs, attachés à l'importance de ces institutions. Parmi elles figure le CSA, qui joue un rôle important à l'heure où, on le sait, c'est souvent à travers les médias que nos concitoyens se forgent une opinion politique. Il y a après la haute autorité pour la transparence à la vie publique que chacun des parlementaires que nous sommes à qui nous avons dû répondre, et c'est une bonne chose. Le contrôle général des lieux de privation des libertés, etc. Autant d'organismes dont le rôle est d'être vigilants quant aux décisions prises pour le fonctionnement quotidien de la vie démocratique du pays. Or, je l'ai dit tout à l'heure à la tribune, force est de constater qu'il y a une baisse des moyens qui sont alloués à ces institutions, puisque leur budget au mieux stagne, voire même parfois régresse. C'est selon nous une erreur, car il n'y a pas de raison valable de donner car il y a de bonnes raisons valables de donner à ces administrations des moyens plus importants. Bref, je veux insister sur une de ces institutions, je l'ai dit tout à l'heure. Le défenseur des droits, qui est une autorité constitutionnelle dont les principales missions sont de défendre les droits des citoyens, de promouvoir les droits de l'enfant, de lutter contre les discriminations et de veiller au respect de la déontologie des activités de sécurité. Cette institution prend de plus en plus de place dans le débat public, ce qui est heureux. Et il y a une baisse de ses moyens. Nous regrettons cela et c'est la raison pour laquelle nous présentons cet amendement. Merci. Monsieur Corbière, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, sans polémique et sans viser Madame Macron particulièrement, ce n'est pas le sujet, cette dame est tout à fait respectable, mais il y a un vrai sujet, entendez-le, sur le fait que nous avons commencé cette rentrée parlementaire. On a eu une discussion sur le statut des conjointes des parlementaires. Et il y a un angle mort sur la question de celui ou celle qui accompagne le président de la République. C'est ce que nous voulons dire. Et cette charte, ne règle pas le problème. Elle a été rédigée par la présidence de la République. Et avouez qu'il y a là quand même quelque chose qui reste du point de vue d'une conception républicaine, du fait qu'en vérité, nous avons élu une femme ou un homme à la présidence de la République, mais nous n'avons pas à déterminer, à donner des moyens à celui ou celle qui l'accompagne. C'est notre conception à nous. La question n'est pas épuisée, c'est ce que nous voulons pointer. Surtout que je ne reprendrai pas nombre d'arguments qui ont été donnés. Lorsque, au mois de juillet, il a été de façon assez rigide, disons-le, suite à des incidents fâcheux, que désormais on ne peut plus embaucher quiconque fait partie de sa famille. Mais à part tout, on connaît beaucoup de nos collègues qui sont des honnêtes gens, mais qui travaillent avec leurs compagnons ou leurs compagnes qui sont maires, qui sont présidents de région, et qui après tout aimeraient aussi que ce travail de représentation par celui qui l'accompagne puisse être fait avec des moyens. Alors pourquoi le président ou la présidente de la République devrait bénéficier de moyens, et pourquoi c'est rigoureusement interdit, voire même montré du doigt, voire même rudement châtié quand il s'agit d'une fonction élective? Il y a là un sujet qu'il faudra aborder un jour. Vous le savez bien, je termine là-dessus,
D'autant plus, nous sommes pour rompre avec la conception, allez, je vais être provocateur, d'une forme de monarchie présidentielle qui n'est pas convenable. Le président de la République, aujourd'hui, bénéficie, selon nous, de trop de pouvoir. C'est un autre sujet, mais voilà. Le sujet n'est pas épuisé, c'est ce que nous pointons. Vous avez dit que c'est un amendement d'appel. Eh bien voilà, c'est une occasion à nouveau de mettre ce sujet-là sur la table. Merci.